Bonjour à vous, Bonjour. merci d'être avec nous. On va parler justement de tout ce qui est en lien avec le réchauffement climatique, cette fin du monde que vous évoquez avec ce livre qui est sorti ces derniers jours, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? C'était quoi le message que vous voulez porter? En fait, j'ai beaucoup hésité à écrire ce livre. Je pense que ça va être un appel parmi beaucoup d'autres qui ne servira essentiellement à rien. Je dirais même que par sa simple existence, il contribue un peu à la pollution. Donc il a quelque chose d'intrinsèquement contre-productif. Néanmoins, je crois quand même que face à la catastrophe qui s'annonce, rien n'est pire que de ne rien faire. Donc il y a quelques mois, avec mon amie l'actrice Juliette Binoche, on avait lancé une tribune dans Le Monde, et mon père m'avait dit « Bon, c'est bien beau d'être alarmiste, mais il faudrait quand même peut-être aussi donner des ébauches de solutions. » Donc l'idée du livre, c'était évidemment pas de donner des clés pour sauver l'humanité, sauver la nature, sauver les animaux, parce que je ne suis pas compétent pour ça. Il y a des écologues qui sont beaucoup plus à même de répondre en détail, mais c'était de dire peut-être quand même qu'il y a quelque chose de cohérent à aller un peu au-delà de la mise en garde et à proposer quelques pistes pour tenter, non pas de sauver le monde, je ne me prends pas pour le Messie ou pour le prophète, mais en tout cas pour tenter quand même d'aller un tout petit peu plus avant et de ne pas en rester simplement au cri d'alarme. Alors, il y a beaucoup de chiffres que j'ai pu lire dans votre livre, notamment, qui va tous nous parler à ceux qui nous regardent. La pollution tue 3 fois plus que le sida. C'est vrai qu'on parle beaucoup du sida, parfois moins des conséquences de la pollution sur notre santé. Ça veut dire que chaque année, il y a des millions de personnes qui sont touchées, qui meurent de la pollution. Il y a une autre comparaison qui est peut-être plus parlante encore, c'est qu'en France, durant les 4 dernières années, qui hélas ont été pourtant sanglantes de ce point de vue, la pollution a tué 800 fois plus que le terrorisme. Alors évidemment, ça n'excuse pas le terrorisme, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça devrait quand même peut-être nous inviter à prendre la mesure, ou plus exactement la démesure, de cette catastrophe. Je pense que si nous étions rationnels, si nous étions cohérents, nous devrions être en état d'urgence environnementale depuis bien longtemps. Et ce n'est manifestement pas le cas, parce que soyons clairs, la transition, que moi j'aimerais plutôt appeler une révolution écologique, n'a toujours pas commencé. Donc on est face à un problème de santé publique qui est absolument majeur. Ce sont des chiffres officiels, ce ne sont pas des élucubrations d'hurluberlu, ce sont vraiment des chiffres documentés, que d'ailleurs le président de la République lui-même a repris. Et vous imaginez, le chef de l'État reconnaît qu'il y a 50 000 décès par an dus à la pollution, et alors ? Si on avait le dixième de cela dû à n'importe quoi d'autre, on serait tous dans un état d'effervescence incroyable. La presse ne parlerait que de ça, on ferait la une de tous les journaux, on serait en état d'alarme maximum. Mais là, pour une raison mystérieuse, bah oui, c'est la pollution, donc finalement, c'est un peu comme si c'était ce que l'on était, notre ontologie qui se dévoilait et qui nous menait à notre perte d'une façon acceptable. Moi, je ne pense pas que ce soit acceptable. On parle du réchauffement climatique, mais aussi de l'espace pour les animaux sauvages. On sait que il y a 60% des animaux sauvages qui ont disparu sur ces dernières décennies. Ils n'ont plus d'espace pour vivre aujourd'hui. C'est ça aussi l'un des constats à côté de ce réchauffement climatique. Oui, je pense que c'est très important et vous avez raison d'en parler parce que on se focalise sur le réchauffement climatique. Alors déjà, on se focalise pas assez sur le réchauffement climatique. Quand on voit l'importance qu'on donne dans certains médias aux faits divers, j'aimerais qu'on en parle plus. Mais par rapport au grand problème qui est celui de notre avenir commun, le réchauffement climatique, ne l'oublions pas, n'est qu'un élément parmi d'autres. Et en effet, je crois qu'il est tout à fait essentiel qu'on parle des autres éléments catastrophiques parce que j'aimerais insister sur le fait que le constat que nous venons d'établir, à savoir le fait que dans les 40 dernières années, 60% des animaux sauvages ont disparu, c'est pas une crainte, Là, on n'est pas en train de parler de notre anxiété, on est en train de parler d'un bilan, c'est quelque chose qui a eu lieu. Eh bien, dans cet état de fait, le réchauffement climatique n'a pratiquement joué aucun rôle. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand bien même la température ne s'élèverait pas d'un seul degré, nous serions quand même dans une situation catastrophique. Et la raison de ça, la première raison de ça, c'est effectivement l'expansionnisme humain. Nous avons transformé la Terre en un vaste parking de supermarchés et les vivants non humains, avec lesquels nous sommes en symbiose, évidemment, ils ont une valeur en tant que telle et ils ont une nécessité pour notre propre existence, eh bien ces vivants n'ont simplement plus de place pour vivre. En France, rien qu'en France, l'artificialisation des terres fait qu'on perd environ un département français tous les 10 ans. C'est monstrueux. À l'échelle mondiale, la superficie des villes augmente de 400 millions de mètres carrés par an, la taille des forêts diminue de 70 000 km² par an. On est en train d'envahir l'espace à un rythme et dans une démesure qui fait qu'effectivement, n'ayant plus de place, il meurt. La loi nous protège, elle nous met quand même à l'abri d'un certain nombre de prédations, de folies, de comportements agressifs. Pourquoi a-t-on le droit de détruire la vie
alors qu'on n'a pas le droit, par exemple, de porter atteinte à une entreprise. On n'a pas le droit de casser la vitrine d'un vendeur de plats tout près, prédateur. Tant mieux, je ne dis pas qu'il faut avoir le droit de le faire. C'est interdit. Donc la loi protège des entreprises prédatrices, mais la loi ne protège pas la vie sur Terre. Moi, je pense que l'infime perte de liberté qui en résulterait peut-être, puisqu'on n'aurait plus le droit de faire certaines choses, in fine, jouerait dans le sens de la liberté. Parce que si on fait rien, dans 30 ans, on pourra plus sortir de chez nous avec des canicules à 55 degrés. Ça, c'est une perte de liberté fondamentale. On ne pourra plus sortir de chez nous. Vous savez que le corps humain, lorsque la température est supérieure à la température interne, quand on est au-delà de 37 degrés, fonctionne très mal. Et on sait maintenant qu'on aura des épisodes caniculaires longs. Est-ce que vous croyez quand même pas qu'une petite privation de liberté qui nous empêcherait d'avoir des comportements ultra prédateurs et ultra égoïstes, puisqu'ils emmènent tout le monde, tous les vivants, toute l'humanité dans cette chute, que endiguer ces comportements-là serait une perte de liberté beaucoup moins grande que la perte de liberté qui va survenir avec finalement la mort. Pas la mort de tout le monde, pas la mort de toute la vie, soyons sérieux, mais enfin le spectre de la mort qui est déjà en train d'impacter aujourd'hui la vie sur Terre. Vraiment j'insiste, parce que je me rends compte que beaucoup de gens pensent encore que c'est la crainte d'un futur improbable. J'insiste, c'est un bilan. On a perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans. C'est fait. Ça a lieu. C'est pas simplement une peur. Quels petits gestes on peut faire au quotidien d'un point de vue plus général? Je parle pour moi, pour vous, pour tous ceux qui nous regardent actuellement sur Soleil, qui se disent, bon bah voilà, moi je suis touché par ces questions-là, mais en même temps, peut-être je fais des choses dans mon quotidien, mais est-ce qu'il y a peut-être pas des choses à faire en plus? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour respecter plus notre environnement et limiter ce que vous évoquiez depuis tout à l'heure? Alors là, je crois qu'il faut être clair. Bon, les petits gestes, faut vraiment le dire et le marteler, ne suffisent pas. On ne sauvera pas le monde comme ça. Néanmoins, ne pas les faire, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Parce que c'est trop tard pour éviter des catastrophes, mais c'est jamais trop tard pour éviter que ce soit encore pire. Donc je suis favorable aux petits gestes. Alors quels sont-ils? Bon, il y a tout ce qu'on sait, tout ce qui est évident de recyclage, quand on a les moyens d'utiliser du bio, etc. Tout ça est bien connu. Mais moi je pense que les petits gestes les plus fondamentaux, c'est quand même de freiner la consommation. C'est-à-dire de réparer plus que de remplacer. Et là, je veux être bien clair, je suis pas un donneur de leçons. Moi-même, je possède un téléphone portable récent. Donc c'est très dur de résister à ça, parce que la tentation est énorme, et parce qu'on se laisse très vite convaincre que quand même, cet ordinateur dernière génération, si on en a les moyens, nous, on en fera un bon usage. Bon, ça, faut arrêter ça. Voilà, le petit geste le plus essentiel, c'est pas d'acheter équitable, c'est de ne pas acheter. Vous évoquez cette idée de réduire la consommation de la viande. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, quel impact ça pourrait avoir sur notre... Pour moi, c'est un peu une évidence, parce que je m'intéresse aussi depuis longtemps en parallèle, parce que c'est un peu une question disjointe, quoique pas entièrement, au problème d'éthique animale. C'est monstrueux, ce qu'on fait aujourd'hui. Vous savez quelle est la part en biomasse des mammifères qui sont libres? C'est 5% à peu près. 5% des mammifères sont libres aujourd'hui sur Terre. Le reste des mammifères, c'est de la viande en devenir. On a transformé la Terre en enfer pour les animaux. On tue chaque année 100 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables dans les abattoirs et 1000 milliards de poissons. Vous savez comment ça meurt un poisson? Lors de la remontée des filets, la vessie natatoire explose, les yeux sont arrachés des orbites, l'estomac et l'œsophage ressortent par la bouche. On n'a pas envie de l'entendre, mais c'est la vérité. Quand on mange du poisson, c'est ça qu'on fait. Est-ce qu'on peut vraiment se dire, mais tout ça c'est normal, tout va bien? On a quand même atteint un niveau de monstruosité systémique qui me pose problème. Donc, renoncer à ça, non seulement c'est évidemment, me semble-t-il, souhaitable en termes d'éthique, parce qu'on occasionne des souffrances infinies à des êtres dont on sait qu'ils sont sensibles, c'est aussi signifiant en termes humains, indépendamment des animaux, parce qu'on pourrait nourrir beaucoup plus d'hommes directement avec les végétaux qu'avec les végétaux qu'on utilise pour nourrir les animaux qui nourriront les hommes. Donc évidemment, pour endiguer la faim dans le monde, faut aller vers un mode d'alimentation végétarien. Et puis à l'échelle individuelle, aujourd'hui les chiffres de l'OMS sont quand même assez clairs, le taux de mortalité baisse avec une bonne alimentation végétarienne. On a tout à y gagner, et je rappelle quand même que l'industrie de la viande pollue plus que celle des transports, donc c'est un impact drastique. Mais quand j'ai évoqué avec des amis la possibilité, un grand chercheur grenoblois, Laurent Bègue, a lancé l'initiative d'un jour sans viande par semaine, mais ça a été considéré comme impensable. On a reçu des tonnes d'invectives, d'insultes. Vous n'y pensez pas, c'est dictatorial. En plus, on voulait même pas l'imposer, on voulait le proposer. Un jour sans viande est impensable. On n'y arrivera pas. Que proposez-vous pour changer et agir durablement sur les comportements au niveau national?
Au niveau national, on a quand même de la chance en France. Il y a beaucoup de gens pauvres, mais on est quand même un des pays les plus riches du monde, en moyenne. Donc, premier problème, première action que je vois de façon évidente, redistribution. Il ne s'agit pas, j'en ai ras-le-bol qu'on me caricature, il ne s'agit pas d'instaurer un communisme maoïste du jour au lendemain, ni même d'ailleurs à long terme. Personne ne veut ça, tout le monde sait que ça a été un échec. Mais enfin, pour moi, déjà, l'existence d'un salaire minimum est une évidence. Pour une société élaborée, c'est une évidence. Une diminution du temps de travail est une évidence. Enfin, quand même, le travail, c'est un moyen, c'est pas un but, n'est-ce pas? On a quoi comme temps aujourd'hui pour s'aimer, pour inventer, pour créer, pour parler, pour disserter, pour faire ce qui fait que nous sommes des vivants, quoi? Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler comme ça à la chaîne? La plupart des travaux sont pas extrêmement épanouissants, Donc, diminuer le temps de travail. Combien de temps? Je sais pas, mais faut qu'on diminuer. Voilà, enfin, comment contester que c'est un progrès quand même? Aujourd'hui, on aurait les moyens de travailler très peu et de vivre de façon décente. Non, on préfère travailler encore plus pour gagner plus, pour avoir plus d'objets techniques, pour pouvoir plus voyager, pour pouvoir plus polluer, pour pouvoir plus s'imposer en termes de domination. Mais cette figure de l'homme-dieu prédateur, non seulement elle est terriblement ringarde, et en plus elle détruit tout sur son passage. Les autres vivants, et nous-mêmes, les plantes, les animaux, ce qui fait la beauté et le sens du monde. Mais je crois aussi à un salaire maximum, moi. Parce que, un peu de décence quand même. Je veux dire, un peu de décence, qu'il y ait des inégalités, c'est la vie, c'est le monde. Mais il y a un niveau d'inégalité qui confine à l'obscène. Je sais très bien que c'est dur à faire. Là, on se dit, ok, c'est un utopiste, mais si on le fait, les très riches, ils vont partir. Oui, je sais bien. Il faut que ce soit global. Si nos gouvernants ne sont pas capables de se mettre autour de la table des négociations et de tenter de faire en sorte qu'on puisse survivre, ils ne servent à rien. Ce sont des polichinelle, je veux dire. Donc moi je pense qu'il est quand même temps que les gens prétendument sérieux aient des comportements sérieux. S'ils ne peuvent pas sauver la vie face à la plus grande catastrophe de notre histoire, mais pourquoi sont-ils payés? Pourquoi sont-ils élus? Enfin, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, et on se dit ces gens qui sont prétendument des élites, qui sont surdiplômés, qui sont choisis, pour la plupart, par leur peuple, ne sont pas capables d'en parler parce que non, ça va pas marcher. Et pourquoi ça marcherait pas? On sait ce qu'il faut faire, on est en danger critique, ils nous représentent, ils sont censés être intelligents et rationnels. Qu'ils le fassent. On ne peut pas se contenter de donner l'impression que les choses vont bien ou qu'on a pris conscience des choses. Au bout d'un moment, il faut le faire. Vous savez qu'on a encore vu les émissions de CO2 augmenter à l'échelle mondiale et à l'échelle locale, c'est-à-dire au niveau français, l'année dernière. Nous ne sommes pas dans la bonne direction. Oui, tendanciellement, pour quelques industries, ça va plutôt mieux. Oui, il y a des efforts qui sont faits. Monsieur Macron sait qu'il faut faire des choses. Je crois simplement qu'il n'a pas du tout pris la mesure de l'amplitude de la catastrophe. Nous n'en sommes plus à des mesures symboliques. Nous n'en sommes plus à infléchir doucement le système pour que peut-être dans 50 ans ça marche. Non, non. Si c'est pas radical, sincère et effectif à court terme, les conséquences seront désastreuses. Mais en même temps, je le comprends. Il n'a pas été élu pour ça. Vous, président de la République, imaginons. Alors, je sais que vous m'avez dit depuis tout à l'heure, je ne veux pas m'engager en politique. Imaginons, voilà, vous êtes au pouvoir, vous avez les manettes. Avec tout ce que le constat que vous faites aujourd'hui, s'il y avait, allez, on va dire, 3, voire peut-être 5 mesures, si on peut aller jusque-là, à prendre immédiatement. Voilà, aujourd'hui, on est là, vous avez le pouvoir, il faut y aller tout de suite. Et vous savez, si moi j'étais président, c'est que les choses iraient bien. Parce que ça voudrait dire qu'on a donné la parole à quelqu'un qui a fondamentalement un discours qui est inaudible. Donc ça n'arrivera pas. Moi, président, je démissionnerai et j'écrirai de la poésie. Moi, écoutez, c'est très difficile de se mettre à la place de l'autre. La critique est aisée. Mais ce qui est fondamental, et c'est peut-être ça la seule chose que je répondrai à votre question, c'est d'aller vers l'expérimentation d'un ailleurs. Prenons l'exemple des ZAD. Je ne prends pas le cas particulier de Notre-Dame-des-Landes, je ne le connais pas bien. Donc je ne parle pas de ce que je ne connais pas, c'est une habitude de rigueur scientifique. Mais d'une façon générale, c'est très intéressant ce que font ces gens. Ils expérimentent un autre rapport au monde. Quand on leur dit vous défendez la forêt, ils répondent non, nous sommes la forêt qui se défend. Ce que je dirais aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, c'est le pire, c'est la continuité de la voie dans laquelle nous nous trouvons. Essayons des ailleurs. Moi, je suis pas génial, donc je n'ai pas trouvé l'ailleurs qui fonctionne, mais j'ai espoir que de jeunes génies trouvent effectivement un rapport au monde qui ne solutionnera pas tout, ça c'est impossible, mais qui nous laissera une chance.
Quand on leur dit vous défendez la forêt, ils répondent non, nous sommes la forêt qui se défend.